ben donc voilà, après donc évidemment les plus de 1000 auditions citoyennes qu'on a fait, on va avoir une première agora sur le thème de se nourrir. Et dans la thématique de se nourrir, bah, l'agriculture, ben, c'est aussi, je veux dire, voilà, c'est un lien en tout cas avec le réchauffement climatique. Comme, je veux dire, moi j'avais travaillé sur le BTP, et le BTP, le bâtiment, travaux publics et la construction, c'était 33% des gaz à effet de serre. Donc il y avait vraiment moyen, en changeant nos modes constructifs, en isolant les bâtiments, de réduire les gaz à effet de serre. Même chose dans le transport. En France, c'est 30% aider les transports. Pourquoi? Parce que chez nous, l'énergie est énormément décarbonée. Et donc, les transports, c'est un énorme levier pour lutter contre le changement climatique. Et effectivement, l'agriculture, et aujourd'hui, bah, j'écoute un agriculteur qui essaye de mettre en pratique des choses sur ce qu'on appelle l'agriculture de conservation des sols. Alors moi, j'ai lu dans un rapport 4 pour 1000 qu'on pouvait stocker jusqu'à presque 7% de gaz à effet de serre en changeant de pratique agricole. Et voilà, si tu peux expliquer avec tes mots, voilà. D'accord. Et bien, en fait, l'histoire du 4 pour 1000, l'idée c'est que si on arrive à augmenter de 4 pour 1000, c'est-à-dire 0,4% le taux de matière organique des sols chaque année, en fait, si on faisait ça à l'échelle de la planète, sur tous les sols cultivés de la planète, en fait, on arriverait à absorber le surplus de CO2 émis et on serait dans une espèce de neutralité. Alors, ça effacerait pas tous les dégâts qui ont déjà été commis avec tout le carbone tout le carbone inerte qu'on a déjà extrait et qu'on a remis en circulation dans l'atmosphère, mais ça permettrait déjà d'arriver à une situation de stand-by. Par rapport à ce que tu disais là, c'est vrai il y a des tas de chiffrages du poids de chaque secteur dans les émissions de CO2 et le... Mais là, c'est en positif, c'est dans l'autre sens. Oui, Donc, mais voilà. en fait, il peut y avoir du positif parce qu'il y a eu du négatif. Mmh. C'est ça le truc. C'est qu'on peut corriger. Et en fait, c'est vrai que lorsqu'on énumère les pourcentages de responsabilité ou d'impact des différentes activités, c'est vrai que l'agriculture jusqu'à présent a été épargnée parce que quand on parle des émissions de CO2 de l'agriculture, on parle du gasoil brûlé par les tracteurs, du gaz brûlé pour chauffer les serres, mais en fait, jamais personne parle du CO2 qui a été remis en circulation du fait de l'appauvrissement des sols en matière organique. Mmh. Et ça, c'est quand même, à mon avis, c'est, ouais, j'ai pas de chiffre en tête, mais je pense que c'est quand même quelque chose d'énormissime. Mmh. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu mets en place, par exemple? Ça donne quoi dans le concret? Alors, ce que j'essaie, alors, moi j'ai la particularité, enfin, dans les pratiques de conservation des sols, d'ailleurs le mot de conservation, ça vient bien ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que si on cherche à conserver, c'est qu'il y a quelque chose qui fout le camp, quoi. Euh, donc, il y a aujourd'hui des techniques qui ne sont pas abouties, mais qui sont en tâtonnement et qui montrent d'une part des résultats conséquents, d'autre part une faisabilité. Ces pratiques, en fait, elles sont pas très très vieilles, elles datent d'un demi-siècle, grosso modo. Euh, elles arrivent des États-Unis qui ont été confrontées, il y a des zones agricoles des États-Unis qui ont été confrontées dans les années 30 à des énormes phénomènes d'érosion. Et à l'époque, là, c'était de l'érosion éolienne. Euh, et en fait, l'idée qui est venue, c'est si on ne veut pas que le sol soit euh, que le sol s'en aille, alors soit sous l'effet du vent, soit qu'on pense davantage chez nous, c'est sous l'effet de l'eau et du ruissellement. En fait, il faut qu'il soit il faut qu'il soit structuré par des racines. Euh, alors, qui dit structuré par des racines, ça dit aussi qu'il faut les maintenir, ces racines, et donc, il faut avoir des plantes en permanence, il faut un sol en permanence couvert et en permanence support de plantes vivantes. Euh,
et du coup, et bien en fait, quand on prend l'agriculture par cet angle-là, on en arrive tout de suite à dire, mais en fait, il faut arrêter de travailler le sol. Puisqu'à chaque fois, on remet tout à zéro. On déstructure, pardon, on coupe le cycle et la lancée de la vie du sol, la vie microbienne, la vie des champignons, la vie des insectes qui vivent dans le sol, la vie de ces racines dont je parlais, et à chaque fois on repart à zéro. Donc l'idée c'est ça, c'est de conserver le sol par la moindre perturbation, le moindre travail du sol, la moindre perturbation. Dans l'idéal, et tout en haut des objectifs, il y a l'arrêt total du travail du sol. Mais bon, c'est pas par là qu'il faut commencer. Il faut de là où on vient, c'est-à-dire d'une culture agraire par laquelle c'est la charrue, la bineuse, enfin voilà, toute notre histoire agricole, elle vient de ça. En fait, l'homme, quand il s'est sédentarisé, il s'est aperçu qu'en grattant le sol, ça poussait mieux. D'une part, ça poussait mieux parce que on pouvait tuer les mauvaises, enfin celles qu'on voulait pas, quoi. Voilà, la flore indésirable, adventice. Et d'autre part, alors ça à l'époque on ne savait pas, c'est aujourd'hui que la chimie l'explique, c'est qu'en fait de bouger le sol, on fait rentrer de l'oxygène, on l'oxyde, donc en fait on fait fondre, on brûle de la matière organique, et ça libère des éléments minéraux mis à disposition pour les plantes. Voilà. Le truc, c'est qu'en fait, c'est un processus où on prend, et il faut penser à rendre. Donc il faut penser à rendre, à nourrir le sol, à faire des apports. Alors soit des apports exogènes de déchets verts, de matière organique qu'on trouve à l'extérieur de l'exploitation. Mais là, on tombe à nouveau dans une problématique d'emploi et de ressources. Soit d'avoir une meilleure gestion du cycle du végétal, de la photosynthèse, pour essayer de produire au maximum, de faire le maximum de photosynthèse. Le propre de la photosynthèse, c'est de produire des sucres en fait, donc des sucres soit très très simples, c'est le sucre de la betterave qui atterrit en petits carrés qu'on met dans le café, soit de la cellule. Enfin, après on a l'amidon. Voilà, l'amidon en fait c'est c'est la base de notre alimentation, de l'énergie à disposition de l'homme. Nous on sait digérer autant le sucre, un peu ça va, mais très vite ça nous fait mal. L'amidon, c'est ce à quoi on est habitué pour se nourrir. Et puis après, on passe sur les celluloses, et puis les hémicelluloses et la lignine. Donc, au final, le bois, un arbre, c'est du sucre. Hyper complexe, mais c'est du sucre structuré. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, il faut avoir une agriculture intensive au maximum. Alors, intensive au sens de la photosynthèse, pas au sens économique. Pour faire en sorte que le sol soit toujours couvert, abrite toujours des plantes qui produisent du sucre, et que on en exporte le minimum. C'est-à-dire qu'il faut en exporter pour nourrir les gens. L'épisode pétrole, charbon, gaz nous a fait oublier que ça servait aussi à nourrir les sols. Les sols, voilà, mais aussi à nourrir l'attraction. Les animaux modernes, ils consomment du gasoil, mais dans le temps, le bœuf, il fallait du foin et de l'avoine. On a oublié aussi qu'il fallait se mettre à l'abri, construire, avec du bois, de la paille, du chanvre, ce genre de choses. Alors, voilà, tant que la ferraille est bon marché et abondante, que le ciment l'est aussi, pas de souci. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'on arrive dans un état des lieux où on se rend compte que
il faut tout, qu'il y a peu de choses enfin, que la base de la base, c'est le rayonnement solaire. C'est l'énergie du rayonnement qui nous vient du soleil et que les plantes arrivent à transformer en notre énergie chimique. Mais que en fait, eh ben, il y a beaucoup d'emplois et beaucoup de nécessités autour d'une ressource qui, au final, paraît abondante, mais est assez rare. Moi, je voudrais préciser, c'est que c'est vrai que ces genres de pistes, on n'y pense pas, mais ça permet de stocker du CO2, d'en restocker. Ce sont des pistes extrêmement intéressantes, voilà, qui ont été étudiées, qui a eu des colloques, il y a des choses extrêmement intéressantes. Hein. C'est comme le stockage de carbone dans le bâtiment, hein, voilà. Mais ce que je voulais dire en quelques mots, est-ce que vous arrivez quand même à avoir une rentabilité, une efficacité sur vos champs, ou est-ce que c'est plus difficile, c'est expérimental, est-ce que ça c'est ma première question. Ouais. Donc au niveau économique, au niveau de la rentabilité, oui. Le seul truc, c'est qu'on se projette dans une gestion à long terme. Oui. C'est-à-dire que l'agriculture, jusqu'à présent, enfin, dans un système, j'ai une parcelle de blé, j'ai une prévision de rendement de 80 quintaux. Mon blé, je sais qu'il va exporter 2 unités d'azote, donc ça me fait 160 unités d'azote à apporter. Voilà, dans une logique simplement de flux et de transformation immédiate, le revenu est à court terme. Par contre, ce qu'on crée à plus long terme, c'est des problèmes d'érosion des sols, de perte de fertilité. Et à un moment, ça vous rattrape et il faut le payer. Et alors, il n'y a pas que la quantité de CO2. Quand un sol est à nu, il chauffe beaucoup plus. Voilà. Il suffit de voir quand vous êtes sur une route. Vous avez une route goudronnée, la température elle monte à 50-60 degrés. Quand un sol est recouvert, la température elle n'arrive pas à chauffer sur la même manière. Ça, c'est pas compté dans les calculs de CO2, mais c'est aussi un impact qui n'est pas négligeable. Oui. Mais ça compte, oui, pour le réchauffement. Alors, moi j'ai un document, là, je ne peux pas le montrer parce qu'il est trop petit. C'était une capture, une photo que j'avais faite dans une conférence. J'ai un document qui montre l'évolution des pics de température estivales aux États-Unis, donc sur la globalité des États-Unis. Et en fait, de 1975 à 2010, donc c'est un document qui serait intéressant de retrouver et d'avoir actualisé jusqu'à nos années 2020. Mais grosso modo, on a un gradient de couleur qui va du rouge pour dire que ça se réchauffe, ça tout le monde le comprend, au blanc pour dire que c'est neutre et au bleu pour dire que ça se refroidit. Et en fait, ce qui est impressionnant, c'est de voir qu'au plein centre des États-Unis, donc dans la zone pionnière de ces techniques d'agriculture de conservation, et bien en fait, ça s'est pas réchauffé, voire même il y a des États sur lesquels ça s'est légèrement refroidi. Jusqu'en 2010, je parle. Voilà, là, il s'est passé quand même 10 ans d'accélération où ce serait intéressant de voir. Ouais. Là, j'ai juste un truc, c'est que il y a eu dans ce département à certains endroits des liens entre la Confédération, la FDSEA pour vraiment travailler sur la question de l'eau. Et ça, c'est une thématique aussi transversale. On me dit, il y a des gens, toi, tu es plutôt de la Confédération paysanne, je pense. Voilà, mais il y a des gens de la FDSEA qui sont extrêmement aussi intéressés par des réflexions sur le stockage de carbone. Quoi. C'est quelque chose qui est Est-ce que je dis une bêtise quand je dis ça ? Non, mais parce qu'en fait, cette scission politique syndicale, elle n'a pas son fondement sur ce plan-là. Là, on parle de technique. On parle de technique, de comment on fait pousser et de comment on s'en sort. Et ce qui est même paradoxal, c'est qu'en fait, en France, les pionniers, les pionniers de l'agriculture de conservation, ceux qui ont le plus de choses à montrer et à partager, en fait, ce sont les gens de la coordination rurale, donc encore plus à droite que la DCE. Donc, voilà, donc il n'y a pas lieu d'avoir il n'y a pas lieu de créer une segmentation à ce niveau-là, parce que si on dit juste ce type, il a la coordination rurale, c'est un con, je veux pas savoir ce qu'il fait,
eh bien, on passe à côté de quelque chose. Mm. Voilà, c'est ça. Comme quoi, il y a un monde qui est à construire ensemble et à se rencontrer et à travailler. Voilà. Je pense que tu voulais encore peut-être préciser. Oui, parce que tu as évoqué la question de la gestion de l'eau, et en fait, on en est, ça rejoint. En fait, je vais juste faire une parenthèse pour repositionner grosso modo ce que c'est que l'agriculture de conservation des sols. En fait, c'est le minimum de perturbation du sol, c'est-à-dire au minimum, si on doit intervenir de façon mécanique sur un sol, ce qui est la fatalité de l'agriculture biologique en fait, puisque toutes ces techniques, elles ont été élaborées, testées, éprouvées avec l'appui de la chimie. L'agriculture biologique n'utilise pas, enfin, dans son cahier des charges, exclut tout emploi de produits chimiques. Donc en fait, qu'est-ce qui reste? Il reste des moyens mécaniques. Plus d'autres moyens d'association de culture, d'un tas de rotation. Il y a plein de choses, mais disons que pour avoir un effet immédiat fort pendant une saison culturelle, quand on doit corriger, se rattraper, sauver une récolte, et bien en fait c'est ça. Donc il faut quand même intervenir de façon mécanique, donc c'est pas forcément c'est pas parce qu'on va sortir un outil qui va travailler un petit peu le sol qu'on commet un péché monumental. C'est juste qu'il faut au minimum, enfin il faut travailler le moins profond possible, et surtout il ne faut pas mélanger, il ne faut pas bouleverser les horizons. C'est-à-dire grosso modo la vie qui s'est mise en place dans les 5 premiers centimètres, et il faut qu'elle reste dans les 5 premiers centimètres, même si on l'a un peu bouleversée, bon ben voilà, elle va s'en remettre, c'est sûr que c'est dommage, on a perdu du temps, mais voilà, donc ce premier point c'est la moindre perturbation du sol. Deuxième point c'est la couverture permanente du sol. Donc l'idée ça rejoint un peu les questions de rayonnement, d'albédo, de réchauffement. C'est aussi la question de faire de la photosynthèse en permanence et d'avoir des plantes vivantes tout le temps qui structurent le sol, qui le tiennent, et puis qui vont, par leurs exudats, par le sucre qu'elles renvoient par les racines, nourrir toute cette vie du sol. Et le troisième pilier, c'est que le sol, en fait, il faut le nourrir, c'est-à-dire qu'il faut lui rapporter à toute cette vie du sol, il faut lui donner à manger. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, soit avec des matières qu'on va chercher à l'extérieur si on en a la possibilité, mais prioritairement avec les matières qu'on produit sur le champ et qu'on va laisser. C'est-à-dire les résidus de récolte, c'est-à-dire ce qu'aujourd'hui on appelle des couverts végétaux. En fait, c'est le nouveau nom de ce qu'avant on appelait les engrais verts. Voilà, ça c'est cette base-là. Du coup, j'ai perdu le fil. Je referme la parenthèse, mais je ne sais plus à quel moment je l'avais ouverte. L'eau. Sur l'eau. On était sur l'eau, c'est vrai. Et donc en fait, il y a un paramètre qu'on oublie généralement, c'est on se lamente, on dit il pleut plus comme avant, le climat change, mais en fait il ne pleut que là où il y a de la végétation. Et en fait il faut le point, la végétation la plus importante en fait c'est la forêt, c'est les arbres. Et dans la famille des arbres, c'est en fait les feuillus. Donc là, il y a eu des études de fait qui ont montré que le cycle de l'eau suit le cycle des feuillus, pas des résineux. Le résineux, c'est la plante, c'est l'arbre qui arrive quand les conditions commencent à se durcir. Et ça commence à sentir le sapin, pour dire, pour utiliser une image très appropriée au propos. Voilà, le résineux, c'est une espèce d'arbre qui sait retenir sa transpiration pour lutter contre les conditions difficiles. Mais en fait, l'arbre qui transpire plus n'envoie plus d'eau dans l'atmosphère, qui ne font plus de nuages, et ça fait d'autant moins d'eau à retomber.
on a le phénomène nous, dans le coin, là, on a le phénomène du lac. C'est-à-dire que le lac évapore, et puis en été, quand il y a des orages, et bien en fait, il pleut à Chorges, à la Bâtie, à Prunière et à Ambreuil. Plus que à Gap et encore plus qu'à Tallard et à la Sauce. Voilà, donc ça, il y a des choses qui ont été montrées là-dessus. Voilà, dès qu'il y a plus de végétation, la pluie s'en va. Et à la fois aussi, au plus il y a de l'humus, au plus une terre retient l'humidité. Exactement. Et ça, c'est le point. Moi, je dis ça, oui, c'est pas. Voilà. Non, mais c'est ça. Hein, c'est que, voilà, étant donné qu'on ne contrôle pas la pluie, et heureusement, parce que sinon, je pense qu'il y aurait davantage de guerres encore que ce qu'il y en a. Et, mais en plus, voilà, on peut pas, même si on était, lorsqu'on est dans un endroit qui n'est pas forcément des plus à plaindre en termes de pluviométrie, on pilote pas forcément non plus la répartition de cette pluviométrie. Et donc, du coup, la résilience ou l'adaptation de la nature, elle se fait par la capacité du sol à stocker l'eau et à la rendre. Donc, les deux paramètres principaux d'un sol pour stocker de l'eau et la restituer, c'est d'une part sa teneur en argile. L'argile ayant l'inconvénient que c'est un élément qui, dès qu'on lui met, il va gonfler et du coup il va avoir tendance à s'imperméabiliser. Donc en fait, à l'arrivée de la pluie, la couche de surface s'imperméabilise et le reste de l'eau file. La matière organique est beaucoup plus intéressante par rapport à ça, c'est-à-dire que c'est une éponge qui va pouvoir absorber au fur et à mesure. Et au-delà de la question de la matière organique, c'est surtout la vie du sol en fait, qui crée la porosité, donc qui crée la porosité dans le sol par les vestiges de galeries, alors des galeries de vers de terre, des galeries de différents autres êtres microscopiques, les vestiges d'anciennes racines qui en fait font cette porosité, et c'est aussi cette porosité qui retient, alors qu'il y a plusieurs facultés, c'est à la fois de drainer, c'est-à-dire que d'évacuer et de permettre de répartir en profondeur, de faire descendre l'excès d'eau plutôt qu'il soit en surface et qu'il ruisselle. Voilà, chose que fait pas le goudron dans les zones hyper urbanisées. Mais voilà, donc en fait, là, c'est vrai que pour l'expliquer, on a tendance à essayer de le résumer et à le réduire. Mais grosso modo, c'est vrai que lorsqu'il pleut sur un sol, et notamment dans nos régions de montagne, où on est sur des sols en pente, eh bien, ce qui retient l'eau, c'est déjà la végétation, les plantes qui font des barrières verticales à la descente de l'eau. Ensuite, c'est la porosité du sol qui va pouvoir l'absorber. C'est la matière organique qui va pouvoir aussi l'absorber et la garder davantage. C'est aussi l'argile. Et après, donc ça c'était pour la partie excès d'eau. Mais par contre, en période difficile de sécheresse, eh bien, il y a cette restitution qui se fait par cette éponge que les plantes arrivent à vider petit à petit. Et du coup, le stock d'eau qu'on peut constituer de cette façon-là, il est quand même assez important. Et on peut même y rajouter un point qui est généralement oublié, c'est que lorsqu'on travaille la fertilité de son sol avec comme élément central la matière organique, sa composante de matière organique, ça veut dire qu'en fait, on est dans un cycle de minéralisation, c'est-à-dire que la matière organique, il ne faut pas la stocker pour la stocker, il faut avoir un stock, ça correspond un peu comme à un compte en banque en fait. Et un compte en banque, c'est fait pour être vidé et pour être rempli. Donc cette matière organique, en fait, il va y avoir des phénomènes d'oxydation, il va y avoir des choses, elle va se dégrader, et c'est avec ça que les plantes vont se nourrir, par les éléments libérés, mais il faut qu'il y ait une réhumification, c'est-à-dire qu'on reconstitue le stock. Et ce qui se passe, ce dont on oublie souvent de parler, c'est qu'en fait, le phénomène de l'oxydation de la matière organique, de l'oxydation d'un sucre, c'est que ça produit de l'eau. En fait, pour... voilà, la formule
la formule chimique de la photosynthèse, c'est des éléments des chaînes carbonées en C6H12O6, grosso modo la formule simple du sucre, plus de l'eau, plus du CO2, enfin de l'eau plus du CO2, et réellement ça fait des sucres. Par contre, la dégradation de ces sucres produit du CO2, mais aussi de l'eau. Voilà. Alors vraiment, je te remercie pour cet éclairage, effectivement, qui pourrait être beaucoup, beaucoup plus long. Moi, ce que je veux vraiment montrer, c'est qu'il y a un autre monde qui est possible, qu'il est à notre portée de main, c'est-à-dire qu'on peut bifurquer des pratiques agricoles à partir de personnes qui ont vraiment mis au point des choses et qui sont super intéressantes. Les mêmes pratiques, on les verra dans le logement. Parce que vraiment on peut construire sans chauffer tous les matériaux, on peut isoler les maisons, et c'est la même chose dans le transport. En fait, la question du réchauffement climatique, elle n'est pas du tout inéluctable. On a pris des directions, mais effectivement, il va y avoir des sauts qu'on ne pourra pas revenir en arrière sur tout de suite, mais il y a vraiment plein de solutions et un autre monde est possible. Je peux en rajouter? Vas-y. Juste pour dire qu'en fait cette question de cette découverte ou du moins cette prise en compte du rôle du sol dans l'effet que ça a sur le réchauffement climatique si on le malmène, et l'effet négatif si on le malmène, et l'effet positif si on en prend soin, c'est une super nouvelle. Mais il y a avec les bonnes nouvelles, souvent il y en a des mauvaises. C'est qu'en fait, cette question, elle arrive au moment où, en fait, il y a un goulot d'étranglement entre les priorités. C'est-à-dire qu'à un moment où on n'a jamais été autant nombreux sur la planète, à un moment et qu'il faut nourrir, à un moment où on s'est habitué à des modes de vie énergivores, eh bien, on se rend compte qu'il faut en plus, donc, au-delà d'essayer de maintenir un semblant de confort, nourrir plus de gens, il faut s'occuper du sol, et je pense qu'on n'arrivera pas à tout faire. C'est pas possible de tout faire à la fois. Et il y a aussi un énorme lobby agroalimentaire qu'il faut dégager parce qu'il n'a pas intérêt, il veut faire des trucs tout de suite, et parfois c'est pas toujours, je veux dire, leur priorité de tous construire ensemble et de partir toutes des solutions que plein de gens ont cherché, quoi. Même si à long terme, parce que la question du long terme ne se pose pas de la même manière quand tu veux faire de l'argent tout de suite. C'est sûr. Voilà. Une belle journée.